l'Afrique. On refuse le franc CFA par exemple. On refuse les bases militaires. On refuse que Macron puisse venir se pavaner dans nos pays, nous insulter parce que nous sommes africains. Est-ce que c'est cela que vous qualifiez de haine? Si pour vous c'est de la haine, alors pas de souci, on l'accepte. Il n'y a pas de souci. Non, moi je qualifie rien. Vous disiez que vous répondez par la haine. Je disais comment est-ce que cela s'exprime. Oui, non, mais c'est ce que je vous réponds. Parce que si aujourd'hui quelqu'un rentre dans votre maison, nous disons, si quelqu'un rentre dans votre maison pour vous tuer, vous devez vous lever en premier et tuer la personne. Vous n'allez pas rester les bras croisés. Quelqu'un qui rentre dans votre maison pour vous tuer, vous, votre femme, vos enfants, et vous allez le regarder, vous allez faire quoi? Vous allez vous défendre, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'autodéfense, dans la légitime défense. Ce n'est pas de la haine. Nous, on ne connaît pas la haine, ce n'est pas notre idéologie. Nous ne sommes pas les concepteurs, parce que ceux qui ont inventé l'idéologie, la haine, le racisme, ce ne sont pas les Africains. Arthur Gobineau, Lapouge, etc. Ce n'est pas Egouti Béhanzan. Donc, ça c'est juste pour noyer le poisson. Et quand on parle de la réalité du noir de façon générale, oui, il y a ceux qui sont ici sur le continent, oui, et qui se battent dans la relation avec le reste du monde, oui, obtenir le respect qu'il faut, et donc, comment dire cela, la possibilité, et même pas la possibilité, affirmer que c'est par nous que les choses se décident. Mais donc il y a celui qui est aussi en Europe aujourd'hui, en Occident de façon générale, c'est une toute autre réalité qui est d'abord le combat sur le regard qu'on a sur lui et ce qu'on devrait lui reconnaître d'être comme tout le monde. Là-bas, comment se passe le combat au niveau de la LDNA? Quelles sont les grandes actions qui ont été menées? Les grandes actions que nous avons menées, nous avons par exemple exigé la décolonisation de nos rues, que ce soit ici en Afrique, parce que vous savez, il y a des rues qui portent les noms de ceux qui nous ont colonisés, qui ont commis des crimes contre l'humanité. Et en France, en Europe, nous exigeons en disant que les Noirs, par exemple, vous prenez la France, la prospérité de la France, la grandeur de la France, c'est les Noirs, c'est les Africains qui contribuent à cela. Et je peux vous le démontrer, vous prenez l'équipe de France. Mais ce sont les Noirs qui font gagner la Coupe du Monde à la France. Mbappé, le meilleur joueur de France, c'est un Noir, c'est un Africain, du Cameroun, d'Algérie, c'est encore une fois le continent africain. Alors si l'Afrique apporte beaucoup à la France doit nous respecter. Et si elle ne veut pas respecter les Africains, nous allons exiger ce respect. On ne va pas venir quémander le respect en pleurnichant, en jouant aux victimes. La France est dans l'obligation de reconnaître cela, parce qu'elle est venue chez nous, elle a colonisé, elle a esclavagisé, elle a commis des crimes contre l'humanité, elle continue de mener une politique néocolonialiste, une politique nazione, terroriste sur les populations africaines. Donc si elle pose ces actes-là, mais vous comprenez bien que nous sommes dans notre devoir et nous utilisons leurs propres lois. Parce que quand ils étaient en train de créer ces lois pour les chimpanzés, comme ils disent que nous sommes, ils n'ont pas pensé un jour que ces mêmes lois peuvent être utilisées contre eux par ces chimpanzés qu'ils guillotinaient avec ces lois. Donc nous, à la LDN, ce que nous faisons, ça veut dire que s'il y a un problème, on utilise leurs propres lois pour les combattre, leurs propres méthodes, leurs propres manières. Alors là, c'est nous qui devenons les méchants et eux les gentils. Donc ça dérange sur le plan idéologique, parce que la DNA, avant tout, c'est une lutte idéologique. Si on n'est pas libéré idéologiquement, mentalement, on aura beau libérer l'Afrique, mais si mentalement on reste encore esclave, colonisé, vous imaginez qu'on ne va jamais devenir des grandes nations. Donc c'est avant tout aussi une lutte idéologique que nous menons en Europe, puisque la diaspora représente une grande partie du continent africain. C'est deux visages d'une même pièce. L'Afrique ne peut pas se libérer si la diaspora n'est pas libérée. La diaspora ne peut pas se libérer si le continent africain n'est pas libéré. Parce que le panafricanisme, avant tout, c'est une idéologie inventée, créée dans la diaspora, par des Noirs de la diaspora, d'accord? Des Haïtiens, les figures fondatrices du panafricanisme sont tous nés dans la diaspora. C'est ça aujourd'hui la réalité. Oui, mais est-ce qu'on met notre responsabilité, le travail qu'on fait sur nous-mêmes? Oui, mais je viens de vous le dire, sur nous-mêmes, nous devons déjà faire un travail idéologique. Moi, je suis d'accord avec vous que les peuples ont aussi leurs responsabilités. Là, je suis par exemple au Burkina, quand je suis dehors, je dis, mais je le dis toujours, il faut responsabiliser les peuples africains. Déjà, il y a un manque de civisme entre nous ici sur le continent, on le voit. Mais si d'abord, qui doit responsabiliser les peuples? Ce sont les dirigeants, ce sont les gouvernants, ceux qui gouvernent ces pays. Mais si eux-mêmes ne sont pas responsables,
Mais vous imaginez, c'est comme si vous êtes dirigé par un aveugle. Mais il va vous conduire tout droit dans la fossée. Alors si on a des dirigeants éclairés, ils doivent responsabiliser les populations. Mais comment voulez-vous qu'un président, par exemple, comme le président du Togo, qui va aller s'acheter des costumes, cravates à 20 000 euros, qui en dispose 100, qui peut aller à Paris dépenser 2 millions d'euros pour s'acheter des costumes, cravates, alors que dans son pays, il y a presque 90% du chômage chez les jeunes et il n'y a pas de travail. Ils s'achètent des maisons qu'ils n'habitent pas en France. C'est pas un dirigeant responsable. Donc le peuple ne peut pas être responsabilisé. Mais demain, mettez-moi à la place. Vous verrez en une semaine, je vous donne rendez-vous. Revenez et vous verrez si le peuple sera responsabilisé ou pas. Et c'est ça aujourd'hui le même. Donc il a des visées politiques, des ambitions. Mais vous savez, c'est très clair que nous sommes amenés à reprendre nos pays, à diriger nos pays. Nous n'allons pas continuer à nous battre pour des gens, pour que ces personnes gouvernent nos pays. Je le dis clairement que oui, que nous allons chasser ces présidents, prendre nos responsabilités. Quand vous dites chasser, c'est comment? C'est par les urnes? Mais comment? Mais vous savez, ne faisons pas semblant. On ne peut pas chasser des dictateurs qui règnent depuis 60 ans appuyés par la France, dont les urnes sont bourrées à l'Élysée, transportées par des avions militaires. Ce semblant d'oligarchie, je ne dirais même pas un semblant d'oligarchie électorale, ça n'existe même pas. Donc quelqu'un qui n'est pas arrivé par les urnes, vous voulez le chasser par les urnes? Mais pourtant c'est vous qui disiez, vous avez beaucoup d'États. C'est vous qui le dites. Non, je dis, si on doit condamner un coup d'État, alors condamnons tous les coups d'État. Mais si on ne condamne pas tous les coups d'État, il ne faut pas condamner les autres. D'accord. On prend le cas aujourd'hui burkinabé. Vous voyez, il y a le Mali, il y a le Niger qui sont un peu dans la même dynamique, mais on est dans une sous-région aussi où on a un peu mal à partir, parlant de ces trois pays-là, je veux dire, avec les autres. Niger, sanctions, Burkina, c'est pareil, suspendu aussi des instances de la CEDEAO, mais il y a une dynamique qui est mise sur place qu'on appelle l'AES. Je pense que vous en avez entendu parler. Oui. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? C'est en termes d'alternative à la CEDEAO, oui. C'est une bonne dynamique. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? C'est une bonne idée, c'est un bon projet que nous soutenons, mais nous disons à ces dirigeants qu'il faut aller plus loin. Nous, on ne veut pas d'une organisation des chefs d'État. Parce que si on dénonce la CEDEAO, qui est une organisation enféodée, dirigée que par des dirigeants, ce n'est pas une CEDEAO du peuple, alors l'AES, nous disons que l'AES doit être une organisation du peuple. Et si c'est le cas, alors il ne faut pas que ça reste seulement sur papier. Parce que sinon après, si ces dirigeants ne sont pas là, ce projet risque de tomber à l'eau. Il faut consulter les populations. Il faut impliquer l'ensemble des populations de l'AES sur les décisions que prennent ces dirigeants vis-à-vis de cette organisation. Peut-être consulter, savoir est-ce qu'on peut faire ça, oui ou non, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous proposez. C'est ça que nous sommes en train de dire. Donc pour le moment, c'est un projet qui vient de commencer, on soutient, mais on ne peut pas dire que ok, le projet est terminé et réussi à 100% parce que c'est que sur papier pour le moment. Nous, on aimerait par exemple demain voir un hôpital AES, un hôpital de référence capable de soigner les populations de l'AES, des universités de qualité, capables de rivaliser avec les universités en Europe, etc. pour empêcher nos jeunes étudiants d'aller étudier dans ces pays. Donc, quand ces projets-là commenceront à naître, parce qu'il faut joindre l'action aux paroles. Pour le moment, il y a de l'action au niveau militaire dans la lutte contre le terrorisme. Il y a un effort unifié de ces trois pays qui commence à porter ses fruits. Donc, on espère peut-être les prochains projets seront ce que je viens de vous citer. Mais c'est au peuple aussi de pousser, vous voyez, le dynamisme, de mettre la pression, de ne pas laisser cette révolution seulement gérée par les dirigeants, les autorités, mais aussi parce que le pouvoir, c'est au peuple. Voilà. Je vais revenir sur vous-même, oui. Votre histoire. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, on vous connaît pour défendre ces valeurs-là, panafricanistes et tout. Est-ce que ça a été toujours le temps? Vous avez été rappeur aussi, mais je me trompe? Oui, non, mais comme vous savez, quand vous vivez en France... Être rappeur, on peut être rappeur et puis avoir aussi ses convictions. Mais également, j'aurais pu même aussi continuer à rapper et à être un activiste. L'un n'empêche pas l'autre. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dedans parce que ce sont des choses... J'avais
j'avais quoi, 16, 17, 18 ans. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai presque la quarantaine. Donc, moi, je n'ai plus le temps. On va pas me reprocher. Comment est-ce que vous avez fait ce chemin-là? Il a pris le constat notamment sur ces questions. Parce que vous savez, j'ai toujours été un garçon un peu rebelle. En fait, j'ai toujours détesté l'injustice. Je n'ai jamais apprécié de subir l'injustice. Et si j'ai décidé de faire cela, c'est parce que, moi-même, j'ai subi une injustice qui m'a marqué. Ensuite, ce que je voyais à la télévision, l'humiliation de nos mamans africaines en France, frappées par la police, jeunes qui se font tuer et que personne n'était là pour les défendre. Alors, je me suis dit, moi, je vais créer mon organisation, appliquer mon idéologie, parce que les autres ne me représentent pas. Au lieu de me plaindre, j'apporte ma part à cette lutte, et c'est comme ça que je me suis engagé. J'ai abandonné mon confort, parce que oui, vous savez, moi j'étais producteur, je produisais d'ailleurs des artistes très connus, très écoutés aujourd'hui sur le continent. Je gagnais bien ma vie, j'aurais pu continuer à faire des tournées, bien gagner ma vie, vivre dans le confort, mais j'ai décidé de l'abandonner et d'embrasser une lutte où aujourd'hui on peine même des fois à trouver de quoi se déplacer ou de quoi manger, mais c'est parce que nous acceptons cela par conviction, et donc je ne regrette pas du tout ce choix. Mais quand on écoute aussi certains profondeurs pour ce qui est de ce qu'on a aussi comme quelquefois ceux qui se revendiquent du panafricanisme et tout, il y a beaucoup qui disent qu'il y a un panafricanisme aussi qui est bien payant, parce qu'aujourd'hui, disons-le de façon claire, l'Afrique elle est convoitée. Oui. Et ce à quoi on est en train d'assister aussi, c'est une guerre géostratégique. Et le discours pour dévoiler les pratiques de l'un, quelquefois aussi, c'est un discours qui arrange l'autre, qui est quelquefois intéressé à faire à faire du recrutement. Mais vous savez, même l'Afrique aussi cherche ses intérêts. Tout le monde cherche ses intérêts. Si je viens envers vous et que on met en place un partenariat, si vous gagnez, que je gagne, chacun dans le respect, c'est tout à fait normal, non? Vous travaillez, on vous paye quand vous travaillez bien. Si demain vous travaillez mal, votre patron vous vire. Nous sommes d'accord. Qui vous paye alors? Moi, personne ne me paye. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Je vous parle des partenariats qui sont noués. Parce que je sais, vous ne prononcez pas le mot, vous tournez autour. Mais je sais que vous êtes en train de faire allusion à la Russie, etc. Ça, c'est la critique qu'on entend très souvent. Oui, mais vous savez... en Afrique, il serait grassement payé par les Russes. Ok, par les Russes. Mais alors... Certains le disent aujourd'hui. Certains le disent, mais c'est eux qui le disent, sont payés par qui? Non, dites-nous. Mais je vous pose la question. Ces personnes qui vont dire qu'il y a des panafricanistes qui sont payés par les Russes, eux sont payés par qui? En fait, quand c'est la France qui paye, on doit l'accepter. Quand c'est les États-Unis qui payent, on doit l'accepter. Mais attention, quand c'est les Russes qui payent, ah là, il y a un problème parce que c'est les méchants Russes. Je suis désolé, mais vos médias appartiennent forcément à quelqu'un, à des patrons qui vous payent. Donc, même moi, en tout cas, personne ne me paye. Et je défie quiconque aujourd'hui de me dire... Mais dans le milieu, c'est des choses que vous avez entendues aussi. Oui, mais vous savez, entendre ne m'empêche pas de bien dormir. Ces personnes qui disent cela, moi, je les invite à aller se faire cuire en œuf. Non, ah bon, non, allez, qu'ils aillent se faire cuire en œuf. Vous voyez, je suis à l'aise dans ma tête et pour moi, c'est une façon de déstabiliser. Mais en tout cas, personne ne me paye aujourd'hui et je viens de vous dire que moi je galère pour mener cette lutte là parce qu'on n'a pas de financement. Si je voulais être payé, les Américains nous ont approchés, on a refusé. Les Français nous ont approchés, on a refusé. Peut-être c'est cela qui les dérange. Quand vous dites approcher, c'est dans quel sens? Dans le sens où nous proposer de l'argent, par exemple, les Américains pour que on s'en prenne à la Russie, les Français par exemple pour que on puisse mentir aux Africains pour faire la promotion de la France-Afrique. On a refusé. Il y a d'autres pays. La Russie, non, jamais. Non, la Russie, non, jamais. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas. La Russie ne propose pas d'argent. Puisque la Russie, elle s'en fiche que tu sois en partenariat avec elle et que tu veux travailler avec les Américains. Elle ne vient pas aux Africains parce que tu es en partenariat avec moi. Tu n'as pas le droit d'être en partenariat avec X ou Y. Ce sont les autres qui font la même chose. La Russie, elle s'efforce de proposer un partenariat de l'idée. Si ça vous plaît, vous prenez. Si ça ne vous plaît pas, vous prenez pas. Mais la Russie a toujours été du côté du peuple africain, les luttes indépendantistes jusqu'à nos jours. À un moment, c'est vrai qu'elle s'est retirée parce qu'elle avait ses propres problèmes intérieurs à régler. Donc c'est tout à fait normal. Mais les Russes ne viennent pas d'arriver aujourd'hui et ont toujours soutenu. En tout cas, moi, je préfère encore un partenariat avec la Russie, par exemple, sur le plan militaire et économique que, par exemple, avec la Chine.
Vous voyez, moi, avec la Chine, je ne veux pas un partenariat économique. La Chine a une vision un peu impérialiste. Je préfère un partenariat militaire, par exemple, avec la Chine, mais pas économique. Vous voyez, donc ça démontre que on n'est pas que dans un monde de bisounours où on pense que tout le monde... Il y a aussi des intérêts. Il y a aussi des intérêts, exactement, et c'est à nous... Voilà, il faut les faire converger. Et aujourd'hui, nous sommes dans une lutte, une articulation de la lutte anti-impérialiste. Parce que, avant tout, je suis un anti-impérialiste. Je suis anticapitaliste et j'assume. Mais c'est ça aujourd'hui. Donc, on va avec les gens où on retrouve un peu nos intérêts. On s'appuie les uns sur les autres. Mais je finis en disant, la Russie ne viendra pas libérer l'Afrique. Poutine ne viendra pas libérer l'Afrique. Il n'existe pas de libérateur. C'est le peuple qui se libère lui-même. Poutine défend la Russie. À nous de défendre l'Afrique. Mais on s'appuie les uns sur les autres pour converger. Vous parliez d'éléments de justice, oui, au niveau de l'Europe, sur lesquels vous étiez, parlant de la LDNA. C'est quoi ces dossiers? Aujourd'hui, en Europe, on n'a plus de dossier puisqu'on a été dissous en France. On n'a plus le droit d'exister, d'exercer. Surtout, c'est pour viser ma personne parce que avant la dissolution, les services de renseignement ont essayé d'infiltrer les membres de notre organisation en leur proposant, par exemple, de m'éjecter de l'organisation, que celui qui posait problème, c'était moi, c'était ma personne, c'était mon idéologie, mais que l'organisation, s'ils arrivaient à me dégager, on allait les laisser. Mais sauf que c'est impossible. Je suis le fondateur. Si on voulait, je suis comme un dictateur. Quelle a été la raison avancée pour... La raison principale, c'est qu'il y a écrit sur le rapport que je suis un leader charismatique, idéologue. Alors tout ce qui est idéologie, ça les dérange. Et surtout, ils disent que j'incite au terrorisme contre les intérêts de la France en Afrique et surtout au Mali. En fait, c'est surtout la lutte, ce qui s'est passé au Mali, qui a incité la France, ça a été le coup de massue de trop pour les Français. C'est ça qu'ils nous ont reproché, le fait que nous sommes écoutés par des milliers de personnes à travers le continent, dans la diaspora et dans le monde. Pour eux, nous sommes en danger. Voilà, c'est une arme et pourtant on n'a pas d'arme. Mais comme je le dis, je suis un terroriste de la vérité. Parce que je n'ai que la parole, je n'ai pas d'arme. Je suis un terroriste de la liberté parce que je me bats pour que mon peuple soit libre, pour que mon peuple soit souverain. Et si cela fait de moi un méchant, alors j'accepte les sacrifices, j'accepte de laisser la vie, j'accepte tout ce que ils voudront faire, moi j'accepte. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et Gunki Bianzin, on espère que au prochain passage à Ouaga, bien sûr, vous avoir avec plaisir. Et vous voyez, on ne mord pas. On n'est pas si méchant que ça. On peut échanger. Peut-être on n'est pas d'accord sur tout, mais on arrive à s'entendre, on arrive à s'écouter dans le respect. Et c'est ça que nous prenons. Mais si on me manque de respect, c'est clair et net que je ne vais pas faire chichi avec la personne. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment pour l'accueil, pour l'accueil fraternel. J'ai ressenti de la bienveillance chez vous. Bon, peut-être je me trompe, mais j'espère que la prochaine fois, quand je serai là, je passerai vous saluer et prendre un café avec vous. Ça serait un plaisir. Merci. On va poursuivre le JDS, journal de dimanche soir, avec une autre rubrique, c'est le sport.